Salut à tout le monde, les golfeuses, les golfeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi-même, donc Johan et Jérémy, on va vous proposer donc une sorte de podcast, un nouveau format donc vidéo où voilà donc nous sommes deux coachs spécialisés dans le golf qui allons pouvoir échanger sur des thèmes centraux et généraux donc qui vous concernent tous les golfeurs, golfeuses comme golfeurs même que vous souhaitez vous mettre au golf ou que soyez déjà golfeur jusqu'à 10-5 d'handicap. Cette vidéo vous concerne et on va donc aborder des sujets voilà, principaux que sont donc les erreurs les plus fréquentes au golf, comment progresser rapidement, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, faut-il vraiment changer son swing, c'est-à-dire donc efficacité par rapport à l'esthétique. Quatrième point, ça sera donc les préjugés au golf, dans le golf. Et dernière question, donc un peu plus large, est-ce que voilà, l'avenir du golf et la démocratie et la démocratisation pardon, du golf en France a de l'avenir. Mais avant d'aller donc dans ces sujets très intéressants, on va se présenter. Donc Jérémy, je vais te laisser parler avec voilà un peu ton parcours rapidement, ton âge, etc. Allez. Donc bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer. En effet, donc c'est Jérémy. Ça va faire un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'univers du golf, dans le coaching. J'ai 34 ans. J'ai travaillé avec Johan sur la Côte d'Azur. Donc on s'est rencontrés là-bas dans une belle et grosse académie de golf où on avait en charge des jeunes en sport-études. Donc voilà, on a été menés à travailler ensemble et après, on s'est séparés pour travailler ailleurs. Moi, je suis parti en Australie, j'ai travaillé dans différentes académies, notamment avec différents jeunes, différents publics, donc une grosse expérience. Revenu en France, parti me former aux États-Unis avec le TPI, donc on aura l'occasion d'en parler, le Titleist Performance Institute. Et voilà, différentes missions à travers l'Europe et l'étranger. Et actuellement, voilà, en plein développement avec Johan sur une nouvelle chaîne podcast pour parler du golf et tout ce qui va avec. Voilà, ravi de vous rencontrer. Parfait, ben, merci Jérémy. Alors à mon tour de faire de même. Donc Johan, 41 ans. Donc pareil, un peu plus de 15 ans de métier dans l'enseignement. Donc moi, voilà, je suis parti du principe que bah, je savais rien. Donc je me suis tout de suite rapproché des meilleurs instituts pour me faire former. Donc aujourd'hui, comme Jérémy, j'ai la chance d'être diplômé de ce qui se fait de mieux actuellement dans l'industrie de l'enseignement du golf dans le monde. Voilà, je dirais que comme Jérémy à nouveau, il me manque pas grand-chose pour faire le grand chelem au niveau des certifications. Bon, ce qui fait pas de nous hein, des grands professeurs, mais ce qui fait de nous voilà, des gens qui, on va dire, qui savent de quoi ils parlent. On va le dire comme ça. Donc moi, j'ai travaillé également dans des grosses académies pendant voilà, un certain nombre d'années. Et là, j'ai été recruté donc par Golf Saudi, donc on voit le logo ici, donc qui est, on va dire, une nouvelle entité pour développer le golf en Arabie Saoudite, comme tout un tas d'autres choses ici, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Vision 2030. Voilà, donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une sorte d'échange donc entre deux coachs. Voilà, qui sont diplômés des meilleurs instituts sur des questions voilà, qui concernent absolument tous les golfeurs, quel qu'il soit, le niveau, l'âge, etc. Et on va donc sans plus tarder, sans transition, aller à la première question qui vous concerne tous, c'est-à-dire les erreurs les plus fréquentes au golf qu'on entend le plus et comment y remédier. Donc, Jérémy, je te laisse la parole en premier. Voilà, qu'est-ce que tu entends le plus dans la bouche de tes élèves et qu'est-ce que tu leur dis pour pouvoir justement remédier à ça? Ouais, donc en effet, les fautes, on retrouve plusieurs fautes de technique, notamment le slice. Donc plutôt une balle, une tendance de trajectoire qui va sortir à gauche, donc pour les droitiers à gauche et finir à droite en Ouais. dehors de l'objectif initial. Donc ça, c'est plutôt la faute qu'on retrouve le plus souvent, donc qui est amenée par plusieurs conséquences. Ça peut être physique, technique, mais en gros, c'est un club qui revient de l'extérieur vers l'intérieur et qui coupe cette ligne de jeu et du coup qui crée un effet à la balle. Donc c'est la plus grosse tendance que je peux observer chez mes joueurs. Et voilà, donc après, sous forme, voilà, moi, mon coaching est plutôt basé sur des échanges, beaucoup de questions. J'essaie de comprendre à qui j'ai affaire, savoir analyser
prendre des vidéos, poser des questions et bâtir un diagnostic avant d'aller droit dans le mur et de dire, OK, il faut changer de grip, il faut changer ça Ouais, dans le plan de swing, ouais, c'est sachant qu'il y a beaucoup de limitations aussi physiques, techniques. Donc plutôt au questionnement et la plus grosse erreur que je puisse voir, c'est le slice. Ouais. en effet. Alors c'est vrai que dans la dispersion latérale, le slice, hein, c'est ce qui revient honnêtement dans 90% des cas, hein. C'est-à-dire quand je m'égare sur les côtés, c'est quasiment tout le temps en slice et très très peu souvent des balles qui sont en hook. Ou alors dans le slice, on peut y mettre le pull, hein. C'est-à-dire quand la balle part directement à gauche, hein, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est plutôt du slice, hein, généralement qui revient. Et c'est vrai que ça c'est un gros problème. Et donc du coup, par rapport à ça, quel est le conseil, si tu devais donner un conseil, que ce que tu dirais en fait à tes élèves qui, justement ont des problèmes de slice, pour corriger ça, on va dire, le plus facilement possible sur le parcours. Alors déjà, la priorité, donc sous le questionnement, j'observe aussi beaucoup les clubs, donc le fitting du joueur qui correspond à sa taille, son poids. C'est vraiment des clubs qui vont être adaptés par rapport à ce qu'on peut retrouver chez le joueur, donc la vitesse de swing, séquence, voilà, il y a beaucoup de paramètres. Donc première chose, analyse des clubs, questionnement, et les petits conseils que je vais apporter, c'est voilà, d'améliorer sous forme toute simple. Un chemin est déjà de faire comprendre aux joueurs et d'analyser avec la vidéo, sous forme de vidéo, d'analyser déjà la trajectoire. Pourquoi la balle elle sort comme ça? Quelles sont les conséquences? Et du coup, les choses toutes simples, c'est de faire ressentir au joueur qui va plutôt revenir de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est un manque, je pense, de compréhension des joueurs. Ils ne savent pas déjà ce qu'ils font comme trajectoire. Ils ne connaissent pas, on va dire, les lois mécaniques. Et du coup, ça pose des problématiques, d'où des compensations. Des fois, tu vois ton élève qui est aligné beaucoup trop à gauche avec les pieds, les épaules qui sont à droite, la phase de club. Donc déjà, dans l'organisation, il y a des choses toutes simples qu'on peut mettre en place. Donc moi, je vous conseille d'utiliser des baguettes. Donc on peut les mettre au sol de façon parallèle, aligner le corps et ensuite aligner le club, déjà pour avoir un chemin de club et quelque chose déjà de plus droit et de réduire cette dispersion, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Donc des choses toutes simples et surtout pour des mises en jeu en général qu'on retrouve au driver ou sur les voies de parcours. Donc plutôt essayer de réduire un petit peu le grip. On a tendance à avoir des joueurs qui grippent très très loin. Donc essayer de baisser un petit peu les mains sur le grip. Ça va vous permettre d'avoir plus de contrôle et Ouais, d'avoir une phase de club qui arrive plus square à l'impact. Voilà. très bien, très bien, très bien. Donc, voilà, dispersion latérale, problème, hein, si vous jouez sur des golfs qui sont pas très tolérants, avec que ce soit dans les bois ou avec beaucoup d'obstacles d'eau ou Mm. beaucoup de bunkers, évidemment, ça devient très vite pénible, surtout sur les mises en jeu. Et d'ailleurs, je crois que de mémoire, quand j'avais justement questionné les élèves, c'est vrai que les mises en jeu, c'était quelque chose qui revenait Mm. le plus, c'est-à-dire arriver à mettre sa balle plus ou moins loin, mais en tout cas de la mettre au milieu de la piste, c'était quelque chose qui revenait assez souvent, donc c'était sous-entendu. Voilà, des problèmes de dispersion latérale, mais pas que. Donc justement, je rebondis sur ça. Moi, ce que je vois le plus et qui me gêne le plus, c'est avant tout, on parlait de loi mécanique, mais c'est avant tout en fait avoir un bon contact de balle, c'est-à-dire toucher la balle où il faut sur la phase de club. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment la chose sur laquelle moi je me concentre dès mon premier cours avec le golfeur et même Mhm. après quand il progresse. C'est vraiment la clé pour avoir cette régularité dans la profondeur, parce qu'on parlait de la dispersion latérale, mais on oublie souvent la dispersion dans la profondeur, et que ben, quand je dois aller chercher ben, un green, ben, si je suis trop court, c'est pas bon. Donc si la balle est sur le fairway, bon ben, je m'en sors bien. Mais des fois, il y a des pièces d'eau, des fois, il y a des obstacles, et des fois, il y a des bunkers, des fois, il y a du rough, des fois, il y a des choses où il ne faut pas aller. Et d'avoir cette dispersion dans la profondeur et d'avoir un fer neuf qui fait un coup 80 mètres, un coup 100 mètres, un coup 120, un coup 70, bah, c'est très compliqué. Et du coup, on ne sait plus quel club choisir, on ne sait pas comment faire, on est complètement perdu et on subit le jeu Mm. sur ça. Donc vraiment, la qualité du contact, c'est quelque chose qui est primordial. Et c'est un problème en fait qui nous suit tout au long de notre carrière de golfeur amateur, même quand on est très bon, hein. Quelqu'un qui est 5 ou 10 d'handicap, ça lui arrive bah, régulièrement de mal toucher la balle à plusieurs reprises sur le parcours. Mm. Et donc pour ça, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, j'aime bien avoir une vision, si tu veux, très mathématique, très synthétique en fait des choses. Mais la raison, en fait, c'est toujours la même. C'est d'ailleurs aussi la même raison dans les bunkers, pour faire un parallèle. C'est la raison pour laquelle les amateurs n'arrivent pas à sortir bien des bunkers. C'est tout simplement parce que, donc, sur le fairway, pour revenir sur le sujet de la balle Mm. qui est mal touchée,
c'est souvent parce que le point de contact avec le sol, hein, c'est-à-dire que j'effleure le sol ou que je fasse un niveau, bref, le point de contact avec le sol est souvent beaucoup trop avant la balle, hein. C'est-à-dire Mhm. que vous prenez votre club qui dessine un arc de cercle dans l'espace, vous prenez le point le plus bas de cet arc, bah, le point le plus bas de cet arc, c'est le point de contact avec le sol. Et souvent, ce point de contact, il est trop derrière la balle. Donc évidemment, ça m'amène soit des grattes, parce que j'ai touché le sol, soit des Mhm. tops. Le club remonte aussi sur la balle, donc ce qui est deux conséquences différentes, mais issues du même problème, qui est que j'essaie de choper la balle en remontant. Alors soit parce que j'ai une conception dans le cerveau qui est bah, qu'il faut que je la soulève par en dessous, donc évidemment bah, ça risque pas de fonctionner, puisque le corps va reproduire, si tu veux, l'image qu'il en a, la conception qu'il en a dans le cerveau, ou alors parce qu'il y a un blocage comment dire, physique et je n'arrive pas à choper la balle donc correctement. Et donc du coup, pour essayer de compenser ça, moi je dirais plutôt voilà, qu'il faut essayer d'une manière ou d'une autre de rapprocher, si tu veux, le point de contact avec le sol et la balle. Mhm. Donc soit le plus simple, c'est sans changer le swing, de rapprocher la balle un peu plus Ouais, vers le pied arrière. Donc c'est la solution pansement, hein, c'est le truc le plus simple, le plus rapide, qui marche pas forcément à chaque fois, parce qu'il arrive que quand on déplace la balle vers le pied arrière, la dynamique du golfeur se déplace aussi vers l'arrière. Donc on se retrouve en fait à déplacer le aussi. problème, Ouais. mais c'est quelque chose qui peut marcher malgré tout. Ensuite, il y a, bah, si vous voulez pas bouger la balle, vous pouvez essayer de rapprocher le point de contact avec le sol, c'est-à-dire bouger le cercle que fait votre club dans l'espace, de bouger un peu plus vers votre pied gauche. Donc soit en mettant votre poids du corps un peu plus à gauche, soit en essayant voilà, de faire voilà, d'autres choses, en sachant bien entendu que tous les conseils de golf sont bons, mais tous les conseils de golf ne s'appliquent pas Mhm. évidemment à tout le monde. Et c'est bien, j'insiste bien là-dessus, c'est bien un problème de contact et pas un problème de dosage, parce que ce que j'entends aussi souvent, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est au niveau des approches, souvent les gens vont avoir du mal à faire des bonnes approches parce que soit ils vont être trop courts, soit ils vont être trop longs, et souvent je l'entends, c'est j'arrive pas à doser sur les approches. Et en fait, c'est pas un problème de dosage, c'est qu'un coup il la gratte, donc elle reste courte, un coup il la top et elle traverse le green. Donc du coup, Mhm. c'est pas un problème de puissance, hein, parce que enfin, de mémoire, c'est jamais arrivé que quelqu'un prenne un sandwich à 5-10 mètres du green et me fasse un plein swing. Ça n'arrive jamais. Ouais. Généralement, les longueurs de swing, les amplitudes de swing sont souvent relativement adaptées à la distance qu'il y a à parcourir, mais c'est le Mhm. contact qui n'est pas bon. Et donc forcément, on se retrouve avoir des dispersions dans la profondeur. Et donc voilà, c'est toujours ce problème de contact parce que ben, le point le plus bas de mon swing est toujours trop tôt avant la balle et ça m'amène à ces problèmes-là. Donc voilà, essayez ça. Voilà, si vous avez bien conscience du problème, je vous garantis que déjà vous serez plus en mesure de pouvoir le corriger, c'est sûr. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Et comme tu disais, la dispersion, la plupart des gens ne connaissent pas les gens que je peux avoir en cours, ne connaissent pas du tout leur yardage, donc c'est-à-dire leur distance, Ouais. savoir avec tel club d'avoir un peu une idée d'un fair set à combien il va. Bien sûr, les conditions météo jouent aussi. Est-ce qu'on est en plein été? Est-ce qu'on est dans l'hiver? Est-ce qu'on est dans une région où il y a plus de vent qu'ailleurs? Par exemple, moi, je suis dans le sud de la France. À côté de Montpellier, il y a beaucoup de vent, donc c'est sûr que ça va jouer aussi. L'altitude, bon voilà, il y a plein de paramètres, mais déjà, si vous faites un entraînement vraiment adapté avec votre prof et nous, on peut vous donner des conseils. Déjà, d'avoir des bons clubs, des clubs adaptés par rapport à ce que vous jouez et pas ce qu'on essaye de vous vendre, des fair sets, des séries de taille, peu importe les marques, mais des clubs qui sont trop lourds, trop durs à jouer. Et vraiment d'avoir un matériel adapté qui va vous permettre de réaliser votre meilleur potentiel avec votre swing, avec votre corps, et du coup d'avoir un yardage qui va être adapté sur toute votre série. Et vous allez gagner et gratter un nombre de points considérable sur les compétitions ou même sur vos parties d'entraînement. Exactement. Ouais, tout est bon à aller chercher de toute façon, hein. Ouais. Le fait d'avoir un matériel adapté est évidemment une des clés. Alors, sauf si vraiment vous avez du matériel qui date de l'époque de Ben Hogan ou entre les deux Mm. guerres mondiales. Bon, voilà. Hormis ces cas de figure-là un peu exceptionnels, ou si vraiment vous avez un physique qui est hors norme, que vous êtes très grand ou très petit, ou que vous avez vraiment un physique et un swing atypique. Voilà, c'est quelque chose qui est allé. Le matériel est quelque chose Mm. qui, voilà, où on peut aller chercher des points là-dessus, mais ne pensez pas non plus que vous allez gagner 15 points par partie le fait d'avoir un Ouais. matériel complètement fité. Voilà, il faut aussi Mm, mm. être au clair là-dessus parce que souvent,
Et c'est un peu le contre-coup de la technologie aujourd'hui dans la relation prof-élève, c'est que souvent on dit, voilà, il y a une nouvelle technologie, il y a le TrackMan, il y a Sportbox AI, il y a Foresight, machin, il y a tout un tas de technologies qui sont bien pour pouvoir progresser. Et du coup, ça permet, enfin, ça engendre, si tu veux, une sorte de conséquence un peu vicieuse, inconsciente dans le cerveau Mm. de l'élève, qui se dit, bah, il a un outil magique, donc ça va quelque part me déresponsabiliser, donc moi, j'ai plus aucun effort à faire. Et dans ces cas-là, ben voilà, c'est la technologie en fait du prof ou le nouveau truc Exactement. du prof qui fait que je vais progresser et moi j'ai plus qu'à me laisser bercer. Sauf que non, ben, on entame un autre sujet, mais Ouais. ça permet de faire le lien en fait avec le sujet juste après, c'est de se dire que 95% du boulot, c'est l'élève qui le fait, quoi. Mm. D'accord? C'est-à-dire Exactement. tu peux mettre n'importe quel élève qui n'a pas envie de progresser ou qui veut pas faire, qui n'a pas envie de progresser avec le meilleur coach du monde, il progressera pas. Par Ouais. contre, l'inverse, si tu mets un élève qui est très motivé, qui pose beaucoup de questions, qui cherche, qui essaye, qui essaie d'appliquer ce que tout le prof lui dit, mais avec un prof, on va dire, comment dire, qui sort d'école et qui n'a pas d'expérience, il Mhm. progressera quand même. Il progressera quand même. Ouais. Donc c'est vraiment l'élève qui fait tout. Et il y avait aussi une très bonne discussion qui avait eu à l'époque Sean Foley, donc qui est l'ancien coach de Tiger, qui expliquait qu'un jour il y avait un très bon joueur, il n'a pas cité le nom, qui était venu le voir sur un practice et qui lui a dit bah c'est quoi ton conseil, t'as pas un conseil comme ça pour mieux jouer? Et il a dit bah t'as qu'à mieux jouer. Il a dit Mhm. bah oui c'est la question que je te pose. Si t'as pas un truc pour mieux jouer, bah il dit bah joue mieux. Donc là, du coup, il est reparti un peu con, tu vois. Et puis, et en fait, Ouais. il expliquait, Sean Foley, que lui, il se paye en fait à hauteur de 5% des gains de ses joueurs. Donc ça veut dire que bah, si le joueur joue mal, bon bah tant pis pour lui, mais s'il joue bien, donc tant mieux. Mais en fait, il expliquait que c'est sa vision des choses à lui que je partage aussi. Et il disait que il est responsable à hauteur de 5% du succès du joueur. Il dit parce que c'est pas moi qui Mhm. tiens le putter, c'est pas moi qui dois rentrer la balle ou qui va rentrer le coup, si tu veux, le putt d'un mètre qui vaut 1 million de dollars. C'est pas moi qui le fais, c'est l'élève. Donc l'élève est Mm. vraiment responsable de tout. Et le prof, en fait, a une part de responsabilité qui est, je pense, moindre que les élèves veulent bien imaginer. Voilà. Bien sûr. Donc, ce qui Ouais. nous permet du coup de faire la transition avec la deuxième question, qui est progresser rapidement. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, voilà, quels sont les facteurs de la performance? Quelle est la définition de la performance? Et puis, comment tu abordes ça avec tes élèves, Jérémy? Je pense que oui, ça c'est pareil, c'est beaucoup de questions avec ton élève. Moi, je fonctionne de cette façon où j'essaie un élève ou un client ou un jeune, peu importe le profil, vient me voir. Et les premières choses, les premières minutes, ça va être questionner son cursus, son parcours, d'où il vient, ce qu'il fait, comment il travaille, voilà, comment il évolue dans la vie, ses objectifs sur du court, moyen et long terme. Donc comme ça, on peut établir une stratégie ensemble qui va être, ça va être peut-être beaucoup plus de technique, wedging en dessous de 100 mètres, ça va être peut-être beaucoup plus de mise en jeu, de jouer sous pression, il y a plein de paramètres. Donc pour moi, vraiment, c'est capital le questionnement et d'avoir vraiment un état des lieux de ce que j'ai en face de moi, de mon client, et de pouvoir avoir une stratégie vraiment adaptée et de partir dans le bon axe plutôt que de dire ok, je vais avoir un cours, je te change ça, sachant qu'on ne sait même pas s'il a eu des opérations, s'il travaille toute la journée sur son bureau et du coup il a créé des compensations physiques. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc moi, plutôt questionnement et plutôt travailler avec mon élève sous une stratégie adapté sur ce qu'il souhaite réaliser. Par exemple, il est classé 15, il veut descendre un chiffre, et ben on va mettre ça en place, on va travailler de telle façon pour qu'il y arrive. Et c'est pour moi la base de l'enseignement et la base du coaching, on va dire, qualitatif. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose qui est sous-estimée, qu'on disait tout à l'heure par rapport aux capacités du prof pardon, à faire évoluer l'élève, c'est aussi cette capacité en fait de dialogue, hein. C'est-à-dire que Mm, on est vraiment dans un couple, hein. C'est-à-dire il y a à nouveau, tu vois, ce jeu de ping-pong, si tu veux, entre mm, le prof qui va apporter, si tu veux, quelque chose et l'élève qui en fait un retour. Et du coup, donc le prof adapte du coup sa nouvelle mhm. réponse. Et cette espèce de jeu, en fait, il y a d'adaptation, tu vois, perpétuelle sur le chemin, tu vois, de la réussite, qui est, je pense, aussi là sous-estimé. Et voilà, c'est quelque chose où on devrait passer plus de temps à discuter. Mm. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle dans les écoles en fait d'enseignement enfin, où on apprend aux profs, aux coachs de golf, c'est de passer au moins les 20 premières minutes à Mm. écouter, à regarder, observer, diagnostiquer parce que ça fait tout quoi. C'est-à-dire que Ouais. j'ai tout à l'heure, quand tu vas chez le médecin, c'est pas bonjour, ça sera de Doliprane. Non, c'est pas comme ça. C'est t'arrives, tu Mhm. t'assois, il y a un dialogue, on explique en fait quels sont les symptômes, voilà où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce que vous avez, depuis quand est la douleur, est-ce que c'est une douleur intense, est-ce qu'elle rayonne, est-ce qu'elle est diffuse, est-ce qu'elle est Mhm. précise, voilà. Est-ce que c'est pendant l'effort, est-ce que c'est donc il y a tout un tas de questions voilà qui est important de manière à cibler au plus que possible le besoin et l'attente du golfeur. Des fois, tu as des golfeurs, ils viennent te voir et disent je veux progresser, mais je ne veux pas me prendre la tête et je ne veux pas changer mon swing. Bon, ben, on va plus aller sur peut-être du petit jeu et aller chercher des choses comme ça. Il y en a qui me disent moi, je m'en fous de mon handicap, mais je veux mieux taper la balle. Mm. Donc voilà, donc il faut être bien, voilà, bien au clair sur ça, de manière à ne pas partir dans tous les sens. Mm. Et après, en ce qui me concerne, pour la définition de la performance, voilà, c'est comme tu dis, c'est-à-dire c'est un dialogue qui doit se faire avec l'élève, savoir ce que lui entend par performance, parce que des fois, ben, on n'a pas la même définition. Pour lui, c'est mieux driver, pour lui, c'est mieux putter, pour lui, c'est mieux scorer, pour lui, c'est tout un tas de choses. C'est avoir un objectif personnel de passer avec un single, enfin, un, Mm. un- un- un handicap, pardon, à un chiffre. Voilà, ça dépend, il faut être au clair là-dessus déjà. Et après, c'est performer, enfin mieux jouer au golf, progresser. C'est quelque chose qui peut être à la fois très facile si on sait comment ça marche, si on sait comment faire, Mm. et ça peut être littéralement impossible si on n'a pas justement ces deux ou trois trucs dont je vais parler maintenant. Euh, mais avant de parler de ça, il faut d'abord essayer de comprendre et de décortiquer un peu, comme j'ai l'habitude de faire, si tu veux, les différents facteurs, les différents leviers, tu vois, et Ouais. boutons de la performance. Donc, il y a une espèce de calcul, pas de calcul, mais on va dire de méthode empirique, si tu veux, pour savoir à peu près quel est ton niveau de jeu maximal que tu pourras atteindre, ton plafond de verre, si tu veux, invisible, Mm. où ben, c'est à la fois dû déjà premièrement à ton ADN, c'est-à-dire c'est tout bête, mais si tu as une famille de parents, de grands-parents qui sont sportifs depuis des générations, ben forcément tu vas avoir un meilleur patrimoine, donc tu seras évidemment meilleur. Ouais. Ça dépend de ton background sportif. Est-ce que tu as fait beaucoup de sport et plusieurs sports quand tu étais jeune afin de développer tu vois, les différentes Mm. capacités que sont locomotion, agilité, équilibre, force, vitesse, coordination humaine, etc., qui sont essentiels pour le golf, malgré ce qu'on peut dire. Il y a évidemment ton style de vie. Est-ce que tu es plutôt sédentaire et que tu restes assis toute la journée ou est-ce que tu as la chance ou la possibilité d'aller dans une salle de sport plusieurs fois par semaine? Il y a à la fois aussi la fréquence d'entraînement au golf. Est-ce que tu y vas une fois par mois ou est-ce que tu y vas 4 fois par semaine? Donc ça, évidemment, Mhm. ça y fait beaucoup. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, le matériel, enfin, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et au final, quand tu décortiques tout et que tu réfléchis, il y a pas beaucoup de facteurs, il n'y a pas beaucoup de boutons sur lesquels tu peux vraiment finalement appuyer pour changer les choses un peu du jour au lendemain, si tu peux dire ça comme ça. Parce que ton ADN, bon, bah, Mm. malheureusement, tu ne peux pas le changer. Tu as ce qu'on te donne, donc tu fais avec. Ensuite, pour le passé sportif, bon, bah, ça c'est pareil, on n'a pas de machine dans le temps pour revenir et changer les choses. Ton train de vie, ce que tu fais, ton lifestyle, bon, bah, généralement, le golf reste juste un hobby, donc tu vas pas changer toute ta vie pour le golf, hein, Mhm. qu'on soit bien d'accord. La fréquence de jeu, bon, bah, à la limite, tu peux rajouter peut-être une fois par semaine, voire deux si on pousse très fort. Mais voilà, là, c'est pareil. La plupart des gens ne souhaitent pas devenir forcément des golfeurs à trois de handicap ou devenir des champions. Donc, ça va rester juste un hobby, tu vois, du dimanche ou du Mm. week-end. Donc, finalement, tu vois, quand tu réfléchis à tout ça, il reste plus grand-chose. La Ouais. marge de progression, elle est quand même très fine. Et donc, quand on est sous ce plafond de verre, il faut bien comprendre que si on ne change pas drastiquement quelque chose, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être Mm. compliqué. Et pour moi, donc c'est le point où je voulais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire que si vraiment, quand tu es sous ce plafond de verre, que tu ne progresses plus depuis un moment, si tu veux traverser ce plafond de verre, tu es obligé en fait d'accepter le changement et d'opérer en fait un changement majeur, hein. Par Mm. exemple, je sais pas, changer ton swing parce que tu fais que des slices, tes balles sont toujours courtes et à droite, donc voilà. Et c'est un peu, tu vois, de diagnostiquer tous les compartiments du jeu, là où tu peux aller chercher quelque chose, et accepter le changement, écouter Ouais. le professeur, écouter ce qu'il a à te dire, vraiment
lui faire confiance, vraiment comme si tu avais, si tu veux, un bandeau sur les yeux et que tu devais traverser, tu vois, un Mm, câble suspendu dans le vide. Vraiment lui faire confiance et aller à fond dedans pour pouvoir espérer changer. Bah, sinon, tu changeras jamais parce que, mm, comme je disais tout à l'heure, bon, donc là, c'est un des golfs où j'ai travaillé, c'est le Royal Green Golf Club qui est au nord de Jeddah. Je vous le conseille parce qu'il est très beau et très difficile. D'ailleurs, c'est là où il y a eu un tournoi du Live Tour en 2019 et Dustin Johnson a un record de 61 là-dessus. mm. Donc au départ des back tees. Alors je les joue en février des back tees. Bon, je dirais pas combien j'ai fait parce que j'ai honte. Mais c'est là où tu 59. comprends la performance en fait des mecs. Il a joué 61. Enfin c'est bon, c'est juste phénoménal. Ouais. Mais bref, donc sur ce parcours-là, j'ai un élève qui vient me voir qui me dit bonjour Johan, j'aimerais progresser, mais sans changer mon swing. Ah, tiens, bah oui, bah alors Mm, attends, bouge pas, je vais chercher ma baguette magique, j'ai dû la mettre quelque part. Ah ben non, je l'ai pas avec moi. Eh, à un moment donné, mm, mec, je suis pas magicien, je suis qu'un simple prof de golf. Donc je ne peux pas te faire progresser si tu ne changes pas. mhm. D'accord? C'est comme si tu as un boulot dans une entreprise, tu es, je sais pas, mettons, informaticien toi, dans une entreprise, tu vas voir ton chef, il dit bonjour patron, j'aimerais doubler mon salaire, mais sans changer de poste, sans changer de responsabilité, avec les mêmes horaires et sans rien faire de plus. Ah oui, ben Mm, super, ben d'accord, ben écoute, tu prends la mm, porte, mec, hein. Donc non, c'est mm, pas comme ça. Il y a un moment donné où il y a des choses qui demandent ben, un petit peu de sacrifice. Et le niveau de jeu en fait que moi, enfin que l'élève a, c'est la résultante en fait de tous les facteurs qu'on a donnés, mm. et que si je ne change pas en fait une de ces lignes-là, eh ben, la somme finale de mon niveau de jeu ne bougera pas non plus. Voilà. Donc il faut être, Exactement. c'est pas un problème en fait si on progresse pas, mais il faut être en phase avec ça. Soit je ne décide de rien changer et j'accepte de garder en fait mon niveau, soit je veux progresser et dans ces cas-là j'accepte le changement et je suis Mm. complètement ouvert à ce que va dire mon professeur. Voilà. Et je pense que ce qu'on retrouve aussi dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu retrouves des gens qui sont, on peut le voir, hein, tout ce qui est réseau, Instagram, Facebook, la télé, où bien sûr il y a la réussite. On voit les très grands champions qui vont gagner, comme Scottie Scheffler, des tournois pendant des semaines et des semaines, Ouais. mais il faut voir tout le travail qu'il y a derrière. C'est des heures de travail voilà, Inimaginable. qu'on ne voit pas et que les gens pensent, OK, il me faut le nouveau driver parce que je vais taper plus loin, il me faut ceci parce que je vais améliorer mon swing. Mais non, en fait, c'est vous, c'est par vous-même qu'il faut changer. Peut-être une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, Ouais. une meilleure routine d'entraînement. Voilà, c'est plein de choses qui sont mises en place et c'est grâce à ça que vous allez progresser. Ouais. Ouais, exactement, exactement. Donc on va donc du coup rebondir sur la troisième question qui est vraiment dans le thème encore, qui voilà, faut-il vraiment changer son swing? Est-ce que voilà, y a-t-il une différence entre l'esthétique et l'efficacité? Est-ce que ce sont les mêmes choses? Voilà, où est-ce qu'on place finalement, il y a toujours un peu cette confusion entre j'ai un bon Mm. swing donc je vais bien jouer, ou scorer bien veut forcément dire un swing on va dire, esthétiquement voilà, propre ou Mm. joli. Bah, quelle est ton opinion là-dessus, toi? Moi, je pense que chacun déjà a tu le disais très bien, une ADN et un physique en fonction de sa taille, son poids, son âge. Donc déjà, vous partez avec un swing, on va dire, qui est inné, comme la façon dont vous marchez. On n'a pas créé, Ouais, OK, je vais compter les pas pour pouvoir marcher mon pied droit, mon absolument. pied gauche. Donc vous avez un swing qui est inné. Et par contre, de mettre tout ce qui va aller avec, donc justement tout ce qui va être performance, donc le choix des bons clubs, d'où un fitting important, tout ce qu'on a pu parler. Et je pense pas qu'il y ait de. Bien sûr, on peut améliorer son swing, mais vous avez une signature qui restera à jamais gravée. On peut le voir notamment entre les Américains et les Européens. Les Américains qui ont des swings très 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 particuliers. On prend des Bryson de Chambeau, on prend des Ricky Fowler, on prend des Dustin Johnson, et ils ont réussi à progresser. C'est ça qui fait la magie aussi de ces joueurs-là avec leur coach, alors que nous, en France ou en Europe, on veut le swing parfait, on veut la mécanique parfaite, on veut le plan de Ouais, swing, alors que c'est pas possible. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont cassés les dents, certains jeunes, certains très bons joueurs français, qui n'ont pas évolué au plus haut niveau parce qu'on les a mis dans des cases où il faut que ok, tu swings à telle vitesse, que c'est tu aies vrai. ton plan de swing parfait, alors que c'est pas possible. Et je pense que c'est ça, on peut s'en inspirer surtout des Américains où ils ont compris le système, où ils ont un swing, ils ont une anatomie, une ADN, comme tu disais, et ils ont travaillé autour de ça. Ok, tu arrives à swinger de telle façon parce que tu as ton poignet qui est mis dans ce degré-là,
et tu vas quand même réussir à swinguer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir aussi sur le coaching et sur l'enseignement, d'où nos formations avec le TPI qui partent vraiment à la base, on va dire, du joueur, qui il est, et il travaille autour de ça. Il travaille vraiment comme si c'était une recette où tu vas avoir plein d'ingrédients et au final, ça va donner un truc magique, mais le goût restera le même. Et je pense que c'est ça aussi dans le swing, c'est tu prends ton joueur, tu le vois évoluer et tu peux très bien avoir des joueurs qui ont un swing atypique, mais qui vont jouer, qui vont être réguliers. Donc je pense que c'est hyper intéressant encore une fois, de revenir au questionnement, à la performance, et que tout est lié et qu'un swing peut être modifié dans certains axes, mais de là à changer radicalement un swing, non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Exactement, exactement. Et moi j'ai l'habitude de dire que contrairement au patinage artistique ou à la gymnastique ou au plongeon, il n'y a pas de Mm. jury voilà qui vont mettre des notes 10, Mm. 9, 8 voilà sur Ouais, l'esthétique en fait du swing. Et puis au-delà de ça, quand tu vas finir ton parcours, on va pas te dire alors il était esthétique ton swing, mm. tu as joué en draw, tu as joué en fade, on s'en fout. On s'en tape Ouais. sincèrement. Ce qui est important, c'est enfin quand tu vas sur le parcours, bon, évidemment, au-delà du fait de passer un bon moment avec les amis, parce que bon, faut que ça reste un jeu fun malgré tout. Bon, tu joues sur le parcours, tu es là pour faire un score. Je veux dire, Mm. même si t'es pas là pour faire un score, tu es quand même plus content si tu sors et que tu as joué plus 2 que si tu as joué plus 40. Enfin, tu peux dire ce que tu veux, ça reste quand même, Bien sûr. voilà, ça reste quand même le but du jeu, c'est quand même de faire un bon score. Donc tu te bats contre un score idéal, qui est le score, le par, qui est censé être le score que réalise Mhm. un professionnel. Donc, c'est-à-dire, par définition, 0,001% de la population des golfeurs. Donc, c'est un petit peu comme si tu joues au foot et qu'on te Mm. demandait d'égaler les performances de Messi. Bon, donc c'est pour ça, voilà, ce qui fait que c'est toujours un peu compliqué. Mais pour revenir sur le sujet central, comme tu disais, aux États-Unis, ils sont moins centrés sur comment dire, l'aspect, si tu veux, général du, Mm. du swing, et sont plus concentrés sur la performance. Et ça, c'était un retour que faisaient beaucoup d'élèves qui étaient partis justement de l'académie où on a bossé, qui sont partis et puis après qui sont revenus, Mm. où justement ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans la technique, machin, les bras, les pieds, la casquette, et plus dans le développement personnel, dans le mental, où Ouais. on pousse vraiment le joueur au maximum et on va chercher justement ce levier psychologique Mm. mental parce qu'on croit que tout est possible et qu'il y a beaucoup de belles choses en fait à aller chercher sur le levier mental plutôt que sur la technique. Et moi, Ouais. je trouve ça mieux personnellement parce que ça t'oblige, si tu veux, à aller chercher les ressources en toi plutôt que Mhm. de déresponsabiliser et comment dire, de décharger la responsabilité, Mm. pardon, de ta performance sur la capacité du coach à te faire avoir un bon swing, quoi, tu vois. Ouais. Et Exactement. d'ailleurs, une autre chose aussi, c'est qu'aux États-Unis, ils ont toujours eu cette capacité à faire démarrer les joueurs, si tu veux, du green, puis autour du Mhm. green, puis sur le fairway et à remonter jusqu'au départ, plutôt que nous en France, mais c'est malgré tout en train de changer depuis quelques années, où pendant très longtemps, on a mis en fait des joueurs sur practice, donc on avait des très bons joueurs de practice, mais on n'avait pas des bons Mhm. joueurs de golf. Voilà. Parce on faisait les choses un peu à l'envers, mais encore une fois, c'est en train de changer. Et ça, c'est bien. On commence à voir de plus en plus voilà, de jeunes têtes voilà, qui sortent un peu du lot, qui commencent à se faire voir dans le circuit français. Et ça, c'est une bonne chose. Et pour terminer sur ce sujet, c'est vrai que voilà, l'esthétique, on s'en fout, c'est l'efficacité Mm. en fait qui est importante. Mettre la balle sur le green, mettre la balle dans le trou, mettre la balle au milieu, loin si possible. Bah, Mhm. voilà, c'est quelque chose ça prime surtout. Et c'est la raison pour laquelle des fois quand j'ai des gens, d'ailleurs encore une fois sur ce golf ici aussi, j'ai un autre joueur qui m'a dit, il tape une balle, il se retourne, il me dit ma technique elle est bien. Je lui dis mais je m'en fous. Déjà, je Ouais. m'en fous, déjà d'une. Et deuxièmement, je suis pas là pour corriger ta technique, je suis là pour corriger tes Mhm. trajectoires de balle. Ce qui n'est pas la même Ouais. chose, tu vois. C'est-à-dire que je peux pas changer ta signature de swing dans le sens où, comme j'expliquais tout à l'heure, le swing est la résultante voilà, voilà, de tout un tas de choses, hein, c'est Ouais. multifactoriel et on ne peut changer complètement, drastiquement un swing, on peut pas le faire. Et si on Mhm. veut le faire un petit peu, ça prend beaucoup de temps. Je prends l'exemple, je fais la petite parenthèse avec Tiger Woods, quand il a gagné le Masters en 97, Mm. avec 15 coups d'avance, où il avait le club qui croisait là-haut. Il s'est vu en Mm. vidéo, il s'est dit j'aime pas et je voudrais avoir un swing qui me permettra de faire ce que j'ai fait là, mais sur les 20 prochaines années. Et Mm. donc, du coup, bah, il a travaillé avec Butch, voilà, essayer d'avoir un club qui soit plus dans le plan, plutôt d'avoir un club
qui croise là-haut et qui retombe par-dessous, et de jouer cette espèce de drone naturel qu'il avait à l'époque. Il a joué, ouais, et après, voilà, il a joué des balles un peu plus droites. Mais ça lui a mis à peu près 2 ans où Mm. voilà, il était un peu, pas au creux de la vague, mais il a travaillé ça pendant 2 ans. Où à l'époque, je me souviens, j'étais abonné au Gold Digest, il expliquait que bah, il répétait en fait le mouvement au practice dans le vide jusqu'à ce qu'il avait la sensation que les bras se décrochent, quoi. Donc il a Ouais, bossé, 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 bossé. Il a mis 2 ans pour que ça soit donc comment dire ancré dans sa mémoire musculaire et pour pouvoir performer avec. Voilà. ouais. Donc on ne dit pas que le changement est impossible, on dit Mhm. simplement que changer quelque chose en profondeur, ça prend du temps, c'est possible, Mm. et qu'il faut être en fait en raccord avec ça, et que c'est voilà encore une fois la performance de la balle et du score qui compte au-delà de l'esthétique. Et vous allez avoir en fait vos partenaires de jeu qui seront beaucoup plus impressionnés si tu fais un bon score avec un swing Ouais. loufoque plutôt qu'un swing classique, hein. Il y a qu'à voir Jim Furyk ou les swings qui sont pas très conventionnels, Mm. ou comment ça s'appelle, Scotty Scheffler avec son jeu Ouais. de salsa là, quand il tape la balle. Donc bon, voilà, c'est Qui c'est est des le choses très bon qui exemple aussi sont en ce moment. intéressantes et Ouais. qui font parler, et qui prouvent justement ce point-là que ben, Ouais. la Mm. performance et le résultat, c'est plus important que l'esthétique, malgré tout ce qu'on peut dire. Ouais, Voilà. exactement. On va donc passer au quatrième sujet, qui sont voilà, quelque chose qui me tient à cœur, c'est les préjugés du golf, puisqu'on a souvent tendance à dire, un peu partout dans le monde d'ailleurs, que c'est un sport de riches, un sport élitiste, que quoi d'autre encore, que c'est un sport voilà, qui ne concerne que les personnes âgées, etc., etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, Jérémy, de ces préjugés? Et qu'est-ce que tu as à répondre à ceux... Ah oui, ce n'est pas un sport aussi. Donc qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui disent ça, quoi? Alors, je pense en effet, il y a beaucoup de préjugés, notamment en France, pour avoir pas mal bougé aux États-Unis, en Australie, en Afrique, voilà, dans différentes académies, différentes régions, différents concepts. J'ai travaillé notamment pour Top Golf en Australie. Ouais, Et je pense qu'il y a vraiment une autre vision, une autre culture, que c'est plus ouvert, plus accessible. ouais, Euh, Déjà, enfin, moi, je prends en considération le pays dans lequel on évolue en Europe, en France. Tout ce qui va être en rapport avec le sport, que ce soit des salles de musculation, que ce soit des practices, que ce soit des concepts, c'est c'est pas la base du français. Même si c'est en train de changer, on a eu les Jeux Olympiques qui ont eu lieu, on a eu beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. On a toujours beaucoup de retard, mais on prend l'exemple des États-Unis ou de l'Australie, ils sont en avance depuis des années. Où je me souviens avoir vécu là-bas en Australie. À 5 heures, ils sont levés, ils vont faire du sport, ils vont courir, les salles de muscu sont ouvertes. C'est vraiment dans la culture. ouais, Donc je pense que c'est déjà d'une base, nous, la base sportive en France n'est pas évidente. Et en plus de ça, on est dans une niche qui est le golf. Donc la plupart des gens qui ont un travail et qui ne sont pas issus de ce sport-là prennent en considération que c'est vieux, que c'est riche, que c'est fermé. Je me souviens d'arriver des fois avec un t-shirt ou en short pour aller taper des balles. Non, c'est pas possible. Il vous faut un petit polo, il vous faut des chaussures. Donc, je peux comprendre que la plupart des gens ont un frein sur ce sport. Mais c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Après, je pense qu'il faut aussi le promouvoir. C'est aussi notre rôle d'en parler autour de nous, de le promouvoir. Par exemple, j'ai des potes ici. Ils étaient curieux d'entendre que mon métier, c'est d'être coach de golf. Et je leur ai dit, vous avez déjà essayé? Non, juste mini-golf. La plupart du temps, c'est mini-golf. Et directement, OK, on a envie d'essayer, on a envie de tester, tu les ramènes aux practices et là, tu te rends compte que, ouais, en fait, c'est accessible. C'est pas uniquement une élite qui peut accéder à ce sport. Mais je pense que c'est encore un. On a beaucoup de choses à améliorer, surtout en France. Toi qui es en Arabie Saoudite, je pense que c'est différent et que les endroits qu'on a pu faire, comme les États-Unis, l'Australie, c'est un sport qui est pas évident. Enfin, je trouve que c'est pas évident d'y accéder. Mais par contre, c'est accessible au plus grand nombre, surtout à l'étranger, mais pas spécialement en France. ouais, je suis d'accord. En fait, il faudrait descendre dans la rue et poser la question aux gens, Mm. mais je pense que si on pose la question, on aurait des réponses qui diraient soit c'est trop cher, soit c'est inaccessible parce que c'est trop difficile. Et je leur donnerais raison parce que c'est vrai que par Ouais, exemple, tu prends, euh, enfin, il faut se mettre à la place de celui qui ne joue pas encore.
Mm. et se dire, voilà, j'aimerais commencer ce sport, sauf que c'est pas comme le paddle, si tu veux, ou le foot, ou peu importe, où tu prends ta raquette ou ton ballon et puis tu vas, c'est parti. Le golf, si t'as pas malheureusement comment je pourrais dire ça, de coach qui t'aide, si tu veux, pour avoir les bases pour le début, bah, c'est impossible. Et puis tu vas prendre Mm. une leçon de golf, ça va être alors ça dépend des régions, mais ça va être entre 50 euros de l'heure au minimum, 60, 80, 100 euros de l'heure. Et tu dis, bon, 50 euros de l'heure, bah, ça fait chier, Ouais. quoi. Ça fait chier, donc Mm. forcément, bah, tout ça fait que tu vas pas. En plus de ça, donc, comme il y a cette image, si tu veux, de sport de vieux, où il y a que les vieux qui font sport de riches, bon, évidemment, bah, quand tu as 30 ans, que tu n'es pas forcément millionnaire, bah, forcément, tu te identifies pas à ça, donc tu vas pas. T'y vas pas. Ouais. Et la grande différence qu'il y a entre les pays, je dirais, anglo-saxons, tu prends l'Australie, les États-Unis, les UK, les trucs comme ça, où eux, en fait, ils ont répondu, si tu veux, à ce problème en installant des Mhm. infrastructures qui sont telles que Top Golf. On mettra Mm. peut-être l'incrustation dans le montage vidéo. Top Golf ou Popstroke, hein, qui est un nouveau concept que Tiger Woods a sorti depuis l'année dernière, je crois, au début d'année, Mm. qui sont en fait des concepts pour amener le golf à des tarifs vraiment pas chers et dans des infrastructures, si tu veux, où tu t'amuses, c'est-à-dire que tu arrives, tu peux manger, tu peux boire, tu peux aller avec tes amis, derrière tu peux faire, derrière tu as la piscine, ou dans certains top golf, je crois que tu as des bowling, tu as des discothèques, tu as des Exactement. bars, tu as tout Mm. un tas de trucs, et le golf en fait est amené, si tu veux, comme une sorte comment je pourrais dire ça, de bundle, c'est-à-dire de produits ajoutés et pas Mhm. golf, juste golf, tu vois. Parce que le golf en lui-même, il faut dire quand même ce qui est, avant de vraiment t'éclater sur un parcours, il faut quand même y passer un sacré paquet Ouais. d'années avant vraiment d'y prendre plaisir. Et franchement, c'est chiant, quoi. C'est un sport qui est difficile. Donc, si tu Il l'apportes faut du pas avec temps. une touche, si tu veux, de fun, à des tarifs, tu vois, plus cassés, du style mini-golf ou Mm. pop-stroke, pareil, on mettra l'incrustation sur le montage, mais qui a un mini-golf géant qui est vraiment, vraiment tip-top, ou des infrastructures tip-top golf qui sont moins chères, beaucoup moins Ouais. chères qu'une heure de leçon, et tu t'amuses beaucoup plus. C'est avec comment dire, c'est un peu comme une tête de gondole, si tu veux, dans un Mm. supermarché. C'est ce qui permet d'attirer les gens et de créer, si tu veux, comme il y a aux États-Unis, où tu as une base démographique, si tu veux, de golfeurs qui est très large à la base. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de golfeurs, Mm. débutants, amateurs, qui sont là que pour s'amuser, qui permettent de créer après, par le nombre, eh ben, quelques champions, voilà, qui sortent dans le lot. Et je pense en fait que la France a besoin de ça. Alors il y a tout un tas de raisons, parce qu'il n'y a pas les financements, parce que ceci, parce que cela. Moi, je pense sincèrement que la fédération a une certaine volonté. Après, elle n'a pas non plus totalement les coups des franches, mais je pense qu'il y a un effort à faire de leur côté Mm. aussi pour le démocratiser. Je pense par exemple aux journées portes ouvertes qui est Ouais. organisée donc avec ceux qui veulent, les partenaires qui veulent bien le faire. Donc ça, c'est top. Mais le problème, c'est que les 364 autres jours de l'année, ben, voilà, le Bien golf sûr. reste le même et on répond pas finalement à la problématique. Donc après, c'est pas facile, hein, c'est plus facile de critiquer que de faire, c'est évident. Mais voilà, ça n'empêche pas d'évoquer les problèmes. Je sais qu'il y avait, je crois qu'il y a une structure qui est sortie si je dis pas de bêtises, dans le nord-est de la France. Je crois que c'est un pote alors j'ai oublié son nom, enfin peu importe. Donc il y a une structure équivalente à Top Golf qui est sortie là-bas, qui a l'air vraiment Mm. sympa, et qui a justement pour but de démocratiser le golf et d'amener le golf avec des nouveaux préjugés, enfin des préjugés meilleurs, où c'est accessible à tout le monde, à des Mhm. tarifs plus doux. C'est plus marrant. C'est un sport finalement qui peut être accessible à tout âge, hein. Dans les golfs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des écoles de golf avec des gamins qui commencent à 4, 5, 6 ans. Est-ce que c'est cher? Bah non, c'est pas vrai, parce que si tu vas par exemple sur Le Bon Coin, tu achètes deux clubs à 10 euros, Ouais. tu vas prendre ton saut de balle pour les taper sur les practices, ouais, bah, tu t'es fait une après-midi à 20 balles, et puis voilà. Donc, en revanche, si tu veux claquer beaucoup d'argent dans le golf, c'est possible, hein, tu peux te faire très mal au Mm. portefeuille si tu as envie, mais ça reste, voilà, si on démonte les clichés les uns après les autres, on Ouais. s'aperçoit que voilà, c'est pas finalement ce qu'il en est, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait
voilà, en France par rapport à ça. Alors parce qu'il y a une volonté d'eux, ou parce que financièrement on peut pas, ou parce que la fédération ou la PG n'est Mm, pas complètement supportée par le gouvernement. Bon, ça c'est un autre problème mm, qui nous regarde pas, mais qui nous concerne. Et mm, ici, tu vois, là, en Arabie Saoudite, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'il y a, on a des belles structures donc, de golf. On a d'ailleurs ici à Jeddah le premier simulateur de golf. J'ai fait une vidéo, je crois, récemment sur mes réseaux. Le premier simulateur de golf qui est sorti. Mais la principale remarque, si tu veux, qui revient dans la bouche des Saoudiens qui viennent essayer, c'est trop cher. Mais c'est normal, parce qu'en fait, le Saoudien, enfin n'importe qui, voit l'activité du golf quand il commence au même niveau que le paddle, le foot, les fléchettes, le tennis ou ce que ouais, tu veux. Donc il voit le paddle qui est à 7 balles de l'heure, le foot qui est gratuit, l'heure de tennis qui est à 5 euros la location du cours pour une heure, et puis on passe à l'heure de simulation au golf et on est à 60 balles. Donc le mec il se dit bah non, parce que je m'amuse pas 10 fois plus, c'est pas 10 fois mieux, donc le mec il y va pas. Donc mm, il y a cette espèce de, voilà, voilà, je pense qu'il faut vraiment repenser, si tu veux, l'approche du ouais, golf par rapport au nouveau. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui peuvent être faites au niveau, voilà, comme je disais tout à l'heure, des structures telles que Top Golf, Upstroke ou des mini-golf, hein. Construire un mm, tas de mini-golf, moi je pense que c'est très bien. Ça permet de faire ouais, connaître les règles du jeu. C'est facile, jouer au mini-golf, c'est facile. On est dans les règles qui est que bah, tu joues contre un adversaire pour faire le score le plus bas. Il faut éviter certains obstacles. C'est fun, c'est rapide. Généralement, dans les structures de mini-golf, bah, t'as des buvettes, tu peux manger, tu peux boire, tu as de la musique, enfin, c'est sympa. Tu peux y aller en famille, tu peux aller avec les gosses, tu peux y aller le week-end. C'est pas cher. C'est ce genre de choses en fait là qu'on veut voir. ouais, Après, ceux qui veulent continuer, ben, ils iront peut-être dans des simulateurs de golf, ou ils iront à Top Golf, ou ils iront sur des structures 9 trous, des pitch and putt. Et après, tu vois, ils vont ouais, évoluer au fur et à mesure vers des vrais 18 trous comme on voit derrière moi. Mais ça, c'est un peu l'étape ultime. ouais, L'étape ultime, excuse-moi. Et donc, du coup, généralement, on a tendance à mettre ça, si tu veux, en avant, et pas, si tu veux, les étapes intermédiaires entre, hein. C'est un peu comme si tu voulais gravir le mont Everest, on dit, bah, exactement. tu vois, tu vas aller là-haut. Ah, mais Mm, et c'est impossible. Ben, oui, c'est impossible. mm, Par contre, si tu dis, ben là, je vais plutôt aller à cette étape-là, l'étape numéro 1, qui va ouais. être le chalet qui est à, je pars à 1000 mètres, le chalet est à 1500 mètres, il y a 2 kilomètres de marche. Et une fois que tu seras là-bas, on verra pour l'étape 2, etc. Après, on verra si tu veux continuer ou si tu veux redescendre. Mais il faut vraiment y aller étape par étape. Et je pense on manque d'informations, de structure à ce niveau-là, en ce qui me concerne. Et surtout, quand tu poses la question en général aux gens, ils te posent des questions, ok, je suis dans le golf, tu as déjà essayé, en général, c'est soit non, soit ah oui, j'ai déjà fait du mini-golf. Donc je pense C'est qu'il y a vrai. vraiment, comme tu dis, des infrastructures qui sont trop imposantes, des golfs, il y en a plusieurs, mais on va dire c'est vraiment le golf, c'est l'Everest. Mais avant d'en arriver là, on peut déjà, comme pour le foot, on prend des sports populaires en France, le foot, il y a des cities qui existent, des petits terrains de foot où c'est ludique, où c'est fun, les gens vont jouer, vont s'amuser même s'ils jouent pas très bien. Au tennis, t'es pas obligé de faire une partie, du coup ils ont créé des paddles, et je pense que nous on est dans une phase où le golf, on est au top du top, on peut pas accueillir, on fait arriver des gens sur le practice, sur le putting green, c'est complexe. Il n'y a pas il y a pas d'entre-deux, en fait. Il n'y a pas cet entre-deux-là qui existe à part les mini-golf. Donc, je pense il y a quelque chose à creuser autour de ça. Ouais. Absolument. Ou des petites structures de 6 trous, de 9 trous. Ouais, Il y a beaucoup de choses aussi complètement. on parle notamment de l'environnement, ça on pourra en parler sur un autre sujet, mais d'avoir pourquoi pas du synthétique, pas obligé d'avoir de l'herbe, pourquoi pas Absolument. avoir créé des espèces de concepts, et on le voit très bien avec le golf moderne, je pense pas que tu en aies parlé, mais Tiger et Rory qui se sont associés sur la TGL, Là, j'ai vu. la ligue aux États-Unis où c'est des écrans ultra modernes, un putting green qui tourne à 360 sur du synthétique, et je C'est trouve génial. ça génial parce que c'est là où on va on y est, et je pense que des parties sur des majeurs qui durent 4 jours, plus de 6 heures de direct, voire 8 heures de direct, les gens ont plus le temps. Ils ont plus le temps pour ça, et je pense que c'est l'avenir de notre sport Ouais, exactement. Et après, bon, c'est sans compter l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi. voilà, qui va pas forcément faire beaucoup de bien, je pense. Alors, en restant dans le cadre du golf, hein, Ouais, sans partir sur voilà, on va dire la cohabitation entre l'IA et ouais, l'espèce humaine sur les 50 prochaines années qui, je pense,
ne va pas donner que des bonnes choses. Mais bon, bref, ça Mm. c'est un autre sujet. Par rapport au golf, voilà, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, ça va révolutionner donc l'enseignement du golf. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous on est plus concernés. Ça va certainement aider aussi les joueurs. Voilà, ça aussi Mhm. il faut le dire. Mais après, voilà, le golf, comparé à d'autres sports, reste un sport qui est pour moi difficile, mais qui est hautement addictif. Et c'est ce qui fait en fait Ouais, toute cette beauté, où tu peux questionner n'importe quel joueur de golf qui va te dire, voilà, j'ai mal joué, mais demain j'ai envie de revenir. J'ai envie de ouais. revenir parce que je sais que je peux faire mieux, j'ai déjà fait mieux, je sais où est-ce qu'il faut que j'appuie. Et puis il y a toujours cette part, si tu veux, d'impuissance où j'ai plus ou moins une idée, juste de ce Mm. qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire. Mais, euh, mais voilà, j'y suis pas arrivé avec toute la bonne volonté, j'y suis Mm. pas arrivé à le faire aujourd'hui, mais je vais essayer de le refaire demain. Et puis voilà, encore et encore, c'est une sorte de drogue voilà, Ouais. qui est, je pense, qui n'est pas, qui est plutôt bonne, puisque on dit que celui qui fait du golf a une moyenne, enfin une espérance de vie qui est de 5 ans plus longue que celui qui ne fait pas de golf. Donc Mm. voilà, on sait qu'on est dans la nature, il y a ce contact social parce qu'on joue souvent avec ses amis, on est dans la nature, on respire, on est debout, hein, parce qu'on sait que Ouais. la station debout est meilleure, bien meilleure que la station assise, qui est un carnage pour le corps, plutôt que de rester sédentaire et de rien faire. Mhm. Je fais une activité sportive voilà, qui est douce mais qui est bénéfique. Je fais de la marche, donc voilà, tout ça c'est très bien. Et je reviens justement sur le cliché du fait il y en a qui disent que le golf n'est pas un sport. Ben, moi je dis tout simplement que ceux qui disent ça, c'est des gens qui ne sont pas sportifs, c'est tout. Mm. C'est des gens qui ne savent pas. Et en fait, les gens voient sport, voient forcément, enfin, associent, si tu veux, le sport à un défouloir physique. Alors oui, si on parle de défouloir physique, tu vas bah, faire de l'athlétisme, le 100 mètres, faire de la boxe, ou peut-être des arts martiaux à la limite. Mhm. Mais voilà, le sport, il y a la dimension agilité, il y a la dimension adresse, il y a la dimension mentale, il y a la dimension sociale, et le golf est complètement là-dedans. Et c'est Exactement. pas pour rien que tous les joueurs, enfin à part des exceptions près, mais tous les joueurs de golf aujourd'hui au top niveau mondial vont tous à la salle de sport, tous. Mm. Tous, sans exception, parce qu'ils savent que ben voilà, la condition physique est importante, hein, l'endurance, capacité d'avoir à répéter le même geste encore et Ouais. encore, la capacité de générer de la vitesse pour taper la balle loin, parce qu'on sait que c'est important pour scorer plus bas. Voilà, donc Mhm. ça en reste un vrai sport. Et puis bon là on est en France, mais enfin tu es en France, mais ça s'adresse en fait aux joueurs français, mais aller faire une partie de golf dans le sud de la France, dans le sud-est de la Mm. France, en plein été par 30 degrés avec 75% d'humidité, vous allez voir, avec le sac sur le dos, sur 18 trous, vous allez voir si c'est pas Ouais. un sport, quoi. Et je vous garantis que vous finissez pas, quoi. Donc, Mm. donc voilà, tout ça fait il y a beaucoup de préjugés voilà, parce que certaines choses et qu'il faut les combattre et qu'il faut, voilà, c'est à nous de faire ce Mm. travail de terrain, quelque part d'aller chercher et de montrer, mais aussi au gouvernement et aux fédérations, etc., aux associations, bah, de montrer, d'ouvrir le sport et pourquoi pas aussi aux mécènes, hein, aux privés pourquoi pas, Mm. j'appelle hein, à certains investisseurs privés pour construire justement des, des structures telles que Top Golf, PopStroke et compagnie qui permettront d'ouvrir le champ du golf à un maximum de joueurs, quoi, hein. Voilà. Exactement. Vous prenez votre copine, votre copain, vos enfants, vous allez passer une Mm. après-midi, un samedi après-midi à Top Golf. Enfin, c'est fantastique. Vous mangez, vous buvez, vous Ouais. avez la piscine derrière. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste Mm. incroyable. Mm. Donc voilà. Et donc j'allais aborder le cinquième et dernier sujet qui est l'avenir et la démocratisation du golf en France, mais je pense que finalement on l'a abordé Ouais. sans le vouloir. Est-ce que tu as, toi, Jay, un dernier mot à rajouter, on va dire, pour conclure cette belle Je pense vidéo? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont en cours, notamment sur le climat, l'environnement et notamment les produits phytosanitaires Oui, qui sont interdits, qui vont oui, être interdits. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Et il y a notamment des choses à revoir, notamment sur la fréquence. Je pense que la fréquence de jeu, les gens qui jouent sur les parcours, pourquoi pas se restreindre. Je vois, il y a des parcours 18 trous, 36 trous, donc avec beaucoup d'entretien. Si demain on arrive à avoir un petit parcours 9 trous,
avec deux positions de drapeau sur le green, Absolument. green en synthétique, départ en synthétique, et on tourne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, il y a beaucoup de choses à faire autour de ça, et je pense que là où on est amené, ça va être la difficulté de l'environnement et du climat. De jouer, là, on le voit, il fait de plus en plus chaud. Là, on n'est que début juin, mais il fait déjà très, très chaud. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, mais sous forme d'infrastructures qui peuvent être de réduire les infrastructures. Déjà, au niveau temps de jeu, on réduit le temps de jeu et d'avoir des concepts novateurs. L'exemple que je te donne, je l'ai vécu à l'île Maurice, où c'est un parcours, ça s'appelle The Nine. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Et c'est un parcours 9 trous qui est super bien pensé, bien étudié, qui est magnifique. Et il y a deux positions de drapeau sur le green. Donc drapeau rouge, drapeau jaune. Mhm. Et vous jouez les 9 premiers trous drapeau jaune et les 9 derniers drapeau rouge. Ouais, comme ça. Et les positions de drapeau sont différentes et on n'a pas besoin d'avoir un parcours et des hectares Absolument. de forêt, C'est vrai. d'étendue et à entretenir surtout. L'entretien des parcours, les produits, le climat, je pense qu'il y a d'autres choses à revoir. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un enjeu. Alors si pour aller sur le terrain de la question de l'environnement, c'est vrai que ça avait fait un buzz, je sais plus, il y a quelques années, peut-être 10-15 ans, je Mm. sais plus, où vous expliquiez justement, c'était un peu avant le Masters, là, donc en début d'année, où vous expliquiez justement que le parcours d'Augusta, qui, comme on le sait tous, qui est manucuré, tu vois, aux petits oignons, Ouais, pour pouvoir donner des couleurs vives, etc., au parcours, pour qu'il soit vraiment beau. Ça avait fait un scandale, ça avait fait un buzz à ce moment-là, où il disait que c'était extrêmement polluant pour les nappes phréatiques. Alors c'est vrai que c'est une question sur laquelle voilà, les experts se penchent aujourd'hui pour essayer d'être plus éco-responsables. Après, il y a souvent des groupuscules écolos, enfin soi-disant écolos, qui font du vandalisme, hein, sur certains Mm. parcours en disant voilà que c'est pas bien, que ça pollue. Bon, alors c'est vrai que je préfère voir un golf plutôt que des barres d'immeubles. Bon, déjà, hein, que ce soit clair. Mm. Après, malgré tout, quand tu vas sur un golf, il y a quand même malgré tout une certaine faune, une certaine flore, surtout si vous avez des golfs qui sont dans des forêts. Ça reste quand même malgré tout préservé. C'est mieux que de bétonner. Après, c'est vrai qu'il y a ces questions, la question des produits, etc. Donc, aujourd'hui, la réglementation européenne elle est de plus en plus stricte. On essaie de faire attention le plus que possible sur les produits qu'on met pour polluer le moins possible les nappes phréatiques. Donc, bon, il y a des efforts à faire là-dessus, c'est évident. C'est évident. Mais encore une fois, voilà, on reste essentiellement, je pense, dans la nature, hein. Quand tu vas sur les golfs, hein, tu vois des abeilles, tu vois des scarabées, tu vois des fourmis, tu vois des Ouais. oiseaux, tu vois des écureuils. Voilà, tu as toute une faune, voilà, quand même, qui est là. Et je trouve voilà, que c'est bien, ça reste malgré tout plus écologique que par exemple une quinzaine de terrains de paddle, par exemple. J'ai rien contre le Bien paddle, sûr. hein, j'adore. Mais si on parle d'écologie, je sais pas voilà ce qui est le plus écologique des deux quoi. Est-ce que c'est Mm. mieux de laisser les arbres et l'herbe ou plutôt de mettre des structures métalliques et en caoutchouc? Je sais pas. Mm. Voilà. Exactement. Et je pense de repenser tu vois, d'avoir un parcours 18 trous, 36 trous, peu importe, d'avoir des étendues, mais de se contenter, voilà, d'un 9 trous, comme je te dis, 9 trous avec deux positions de drapeau, peut-être deux positions de départ aussi. Ouais, absolument. Ça suffit largement. Je pense que ça Tout à fait suffit d'accord. largement en plus de la fréquence de jeu, des gens qui peuvent jouer. On n'a pas, demain, on va pas accueillir des Rory McIlroy, des Tiger qui vont venir Je suis s'entraîner d'accord. sur ce genre de parcours. Donc, je pense que vu la clientèle qu'on a, les joueurs qu'on a, un parcours 9 trous, bien réfléchi, bien pensé, comme je te dis, à ce que j'ai vécu à l'île Maurice, j'ai trouvé le concept génial. Ça s'appelle ouais, Azuri et c'est un concept. Je crois que c'est IMG qui a sorti ce concept. Ouais. Et c'est novateur. C'est novateur, c'est bien pensé, bien réfléchi. Les greens sont naturels, les départs sont naturels, mais on peut imaginer un départ en synthétique, green en synthétique, pourquoi pas, et d'avoir deux positions de drapeau, 9 trous, ça suffit largement. Largement, avec peut-être une zone d'entraînement avec un chipping green, un putting green, des cages pour taper des balles et un coin restaurant buvette, Ouais. voilà, sous forme Exactement. de mini top golf parcours. Ouais. C'est vrai que diviser la surface du coup du club Ouais. de golf, c'est quelque chose qui est très smart, je trouve.
Et ça répond aussi surtout à une deuxième problématique qui est que, voilà, encore une fois, le type de parcours qu'on voit là derrière moi, avec, Ouais, qui sont très difficiles. Alors, c'est un très beau golf, encore une fois, mais euh, pour y prendre du plaisir, voilà, je l'ai fait quelques fois quand j'y étais au mois de février-mars, pour l'avoir joué quelques fois, et c'est difficile. Même pour moi, ouais. ça reste un parcours qui est difficile. On voit, il y a des bunkers assez profonds, il y a pas mal de pièces d'eau. Les greens, en fait, sont très, ça se voit pas, mais ils sont très torturés. Le parcours n'est pas très long, mais c'est un parcours qui est difficile et qui s'adresse à Mm. des gens, voilà, À qui l'élite. sont sous Ouais. les 10 d'index. Et honnêtement, quand tu es 38, 35, 40, enfin, tu prends pas de plaisir là-dessus, franchement. Ouais. C'est complet. Alors, oui, tu peux le faire une fois, il n'y a pas de problème, c'est beau, mais c'est pas ta zone d'entraînement, c'est pas là. Mhm. Moi, je pense que, comme tu dis, il n'y a pas assez, il y a pas assez de structure, tu vois, entre le débutant qui veut Mm. commencer le golf et ce genre de truc-là, ici, là. Voilà. Mm. Il n'y a pas assez de choses entre les deux. Et du Mm. coup, ça refroidit un peu les gens. Et moi, je voyais souvent, donc là, on le voit pas sur l'écran, mais le practice, il est enfin ici sur la gauche, là, j'arrive pas à me situer sur la gauche. Mhm. Et souvent, donc, je donnais donc des cours de golf là, au practice. Et sur les premières heures, tu vois, et les mecs se retournent, ils regardent le parcours, ils ont vu comment ils ont joué, et ils se disent, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais aller jusque là-bas, Ouais. enfin, c'est pas possible. Et il manque, voilà, ce gap, là, comme tu dis, et ça, c'est des bonnes idées, tu vois, faire des mini-golf, faire Mm. ça s'appelle des pop strokes, faire des top golf, faire des petits pitch and putt 9 trous avec où tu fais 2 tours, comme il y avait, je crois, à un moment donné au Club Med, au Pio, je sais plus exactement. Enfin, il y a plein il y a pas Ouais. mal de structures, voilà, qui font ça. Je trouve que c'est smart. Ça tient moins de place. Écologiquement, ça fait plus sens. Ça coûte moins cher en entretien. Et je trouve que c'est très bien pour progresser. C'est Euh, rapide, c'est rapide, c'est c'est simple. rapide, c'est Tu ne prends pas la novateur, ouais, c'est tête. simple. Ouais. Et honnêtement, c'est vrai qu'après, voilà, si l'activité elle est trop rebutante, après au bout d'un moment, ça devient Mm. trop gonflant. Et j'y prends plus de plaisir. Et c'est pas bien. Je veux dire, moi, je suis 40 d'index. Moi, je vais aller jouer là-dessus. Mm. Je vais pas prendre de plaisir, quoi. Mm. Bien sûr. Je vais arrêter. Je vais le faire une fois, mais je reviendrai pas, quoi. Voilà. Mm. Donc, on a besoin de ça évidemment pour les gens qui sont bons. On a besoin d'avoir des clubs privés, voilà, avec des jolis cadres. Alors, d'ailleurs, Ouais. le restaurant est très bon, hein, je vous le conseille si jamais vous venez un jour à Jeddah. Mais voilà, on a besoin de ça aussi, mais il manque le reste, hein. Il manque le reste, Ouais. il manque les structures, voilà, avant intermédiaires pour développer le golf au maximum et puis pourquoi pas Mm. avoir plus de champions en France. Voilà. Exactement. C'est un, tu vois, le fait d'avoir vécu aussi à l'étranger avec j'ai eu des clients qui sont venus en stage et leur niveau de jeu à peu près 30 d'index. Et eux, c'était tous les matins, on faisait 9 trous. 9 trous coupés après par un restaurant, voilà, par découvert du pays, mais ils étaient hors de question qu'ils jouent 18 trous. Les Ouais, parcours étaient trop longs, trop bien sûr. compliqués. C'était à Bali. Ouais, Voilà, c'était des parcours vraiment 9 trous, tout simple. Et ils m'ont dit oui direct parce qu'ils savent très bien que leur niveau de jeu et le temps de jeu surtout, ils n'avaient pas envie de passer 4 heures, 6 heures sur un bien sûr, parcours. bien sûr. Et c'est compréhensible dans le monde moderne dans lequel on le vit. Déjà de passer 2 heures sur une activité, c'est long. C'est pour ça que le paddle existe. On en parlait tout à l'heure. C'est rapide, c'est ludique. Tu as transpiré, tu t'es éclaté. Prends pas la tête, quoi. C'est génial. Mm, C'est génial. exactement. Exactement. Donc voilà, et puis même, tu vois, pour faire le comparatif avec le tennis, on prend l'exemple, on parlait des parcours, où des joueurs qui ont joué le Leaf Golf, comme Dustin Johnson, et ils éclatent le parcours, mais ils jouent pendant 4 jours avec des temps de 4 heures, 5 heures de jeu. Là, si on prend le tennis, c'est pareil. On regarde Roland Garros, c'est des parties de 3 heures, 4 heures de jeu. Ouais. C'est l'élite mondiale. Mais le joueur amateur et le joueur un peu lambda, il va pas passer autant de temps. Oui, ça fait rêver, mais je pense qu'avant d'en arriver là, il faut passer par d'autres étapes. Ouais, absolument. Absolument, absolument. Bon, bah écoute, voilà, je pense que c'était une très bonne Ouais. mise en bouche, je pense, pour un premier podcast. Alors, j'ai oublié de préciser tout le long de la vidéo, c'est que si vous avez des questions ou des sujets, des thèmes particuliers, ou si vous voulez rebondir sur les thèmes qui ont été abordés sur cette vidéo, je vous conseille de mettre vos commentaires en dessous. Alors, la vidéo sera mise en entier sur YouTube, peut-être sur Facebook aussi, et elle sera donc divisée en morceaux avec les meilleurs Mhm. moments sur la plateforme TikTok et Instagram. Voilà, pour pouvoir après rediriger vers YouTube. Voilà, à nouveau, voilà, n'hésitez pas à réagir, à poser Mhm. vos questions en commentaire.
S'il y a des choses qui vous ont paru complètement sensées ou complètement vraies ou pas du tout, ou vous pensez qu'on est complètement à côté de la plaque, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On y répondra avec grand plaisir et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si Mm. il y a des thèmes voilà, particuliers que vous voulez aborder. On est là pour y répondre. Encore une fois, nous deux, on a 30 ans voilà, d'expertise voilà, pour parler des choses. À nouveau, on ne se place pas comme les grands Manitou du golf. On est juste deux coachs lambda qui sommes formés par les meilleurs instituts et qui offront voilà, une discussion ouverte sur des thèmes généraux et qui concernent voilà, tous les golfeurs. Donc en espérant que ça vous ait plu et puis en espérant qu'on puisse en refaire une deuxième, on verra comment ça va se passer sur la Mhm. réaction de cette vidéo. Jay, un dernier mot, le mot de la fin. Eh ben, écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis à de prochaines vidéos. On est ravis de démarrer ce concept avec Johan, qu'on voulait mettre depuis pas mal d'années. Les choses nous font nous retrouver. Donc voilà, avec grand plaisir de vous accompagner, de vous suivre et de vous coacher sur les différents aspects du golf. Exactement. Donc, si vous voulez contacter Jérémy, donc qui pour l'instant est en France, donc on va mettre ses coordonnées en description de la vidéo. Et donc moi, voilà, je sais pas si on voit bien ici le Golfe Saoudi. Donc, si vous voulez venir me voir, donc actuellement je suis à Jeddah sur la côte de la mer Rouge. Donc, bah, écoutez, s'il y a des francophones qui m'écoutent ici en Arabie Saoudite ou si vous passez dans le coin, n'hésitez pas, pareil, à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées également en bio ou en description de la vidéo pour voilà, venir me voir. Et ça sera avec plaisir qu'on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un bon golf et surtout prenez soin de vous.